Nous allons à présent nous intéresser à la science qui régit le son et la vibration des cordes du violon. Donc, un rappel sur ce qu'est le son. Il s'agit d'une onde mécanique longitudinale qui se propage à travers un fluide comme l'eau par exemple ou l'air. Donc pourquoi une onde mécanique? Le son a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Il n'y a pas de son dans le vide. Et longitudinal car la direction de l'oscillation se fait dans le même sens que la propagation de l'onde sonore. Et le son se propage dans l'air à environ 340 mètres par seconde, dans des conditions de pression et de température normales. Il arrive ainsi jusqu'à nos oreilles, à travers le conduit auditif, atteignant le tympan qui transmet les vibrations à l'oreille interne, qui fourmille de petits capteurs sensoriels. Le cerveau interprète ensuite ces signaux pour permettre l'audition, tout simplement. Et maintenant, un peu de physique des cordes vibrantes. Donc, une corde qui vibre fixée entre deux points, c'est une onde transversale stationnaire. Alors, une onde transversale, car contrairement à l'onde longitudinale, dans une onde transversale, l'oscillation se fait de manière orthogonale à la direction de la propagation. Et pour une corde, on peut se le représenter lorsque l'on tient le bout d'une corde et que l'on fait une secousse. Alors le mouvement est bien perpendiculaire à la corde, et alors que cette secousse, voilà, traduit par une sorte d'ondulation, elle se propage jusqu'à l'autre bout de la corde, donc en suivant la ligne de la corde. On a donc bien une oscillation orthogonale à la direction de propagation. Mais dans le cas d'une corde qui est attachée à deux points fixes, donc elle est contrainte et ne peut pas laisser l'onde se propager comme à travers une corde libre. Et c'est pourquoi l'onde, une fois atteignant l'attache, voilà, à l'autre bout de la corde, est en fait réfléchie dans le sens inverse. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec deux ondes de même nature, mais de sens opposé qui parcourent la corde. Ces ondes s'additionnent, ou s'annulent d'ailleurs, pour former une onde stationnaire, c'est-à-dire une onde qui ne se propage pas réellement, puisque la corde oscille sur place. Et cette oscillation peut prendre différentes formes. Là aussi, la plus simple, le mode fondamental, où on constate un ventre de vibration, c'est-à-dire endroit où l'oscillation est la plus importante, et les deux points d'attache qui, eux, sont fixes. Mais il existe aussi d'autres modes vibratoires. Par exemple, il y a un mode avec deux ventres qui crée un nœud au milieu où, comme pour les attaches sur les côtés, le déplacement de la corde est quasi nul. Et
il y en a ainsi une infinité avec un mode à 3 ventres et 2 nœuds centraux, un mode à 4 ventres et ainsi de suite. Donc parlons déjà du mode le plus simple avec un seul ventre où la corde oscille sur place. Donc la fréquence naturelle de vibration de la corde n'est pas un hasard. En réalité, ce qu'on se rend compte, c'est que ce premier mode d'oscillation correspond à une demi-longueur d'onde. Et on peut ainsi déterminer la fréquence du mode fondamental qui est directement lié à la longueur d'onde, car la fréquence est toujours l'inverse de la longueur d'onde, pour une même vitesse de propagation de l'onde, une même célérité. Et donc cette fréquence dépend de 3 facteurs. Il y a la longueur de la corde vibrante, qui est directement liée, comme on l'a vu, à la longueur d'onde. Donc la longueur, c'est la moitié de la longueur d'onde. Ce qui veut dire que si l'on double la longueur, on double la longueur d'onde et donc on divise par 2 la fréquence. Ce qui veut dire qu'avec une corde plus longue, on aura une fréquence plus basse, des sons plus graves. Alors qu'avec une corde plus courte, les sons seront plus aigus. Ensuite, il y a la masse linéique de la corde, c'est-à-dire sa masse par unité de longueur. Donc, plus la corde est lourde, plus elle aura d'inertie, et plus la propagation de l'onde sera lente, et donc avec une célérité plus faible pour une même longueur d'onde, la fréquence sera donc moins élevée, ce qui équivaut à des sons plus graves pour une corde plus lourde et des sons plus aigus pour une corde plus légère. Enfin, il y a la rigidité, ou plutôt la tension de la corde. La célérité dépend de la tension. Plus la corde est tendue, plus l'onde va circuler vite le long de la corde. Ce qui veut dire que la fréquence d'oscillation sera plus élevée pour une même longueur d'onde. Donc, plus on tend la corde, plus le son obtenu est aigu. Et inversement, si on la détend, le son est plus grave. Donc ces 3 facteurs responsables de la fréquence fondamentale de la corde sont tous 3 utiles, en tout cas ils sont utilisés dans notre manière de jouer le violon. Alors pour la longueur, les 4 cordes ont la même longueur. Par contre, on peut raccourcir la corde en pressant les doigts sur la touche. Ce qui permet de raccourcir la corde et ce faisant de trouver des notes plus aiguës. Alors concernant la masse linéique et la tension de la corde, donc on l'a vu, en ajustant la tension, on peut ainsi accorder l'instrument, mais s'il n'y avait que ça, on se retrouverait avec une corde de mi aiguë très tendue, alors que les cordes graves seraient beaucoup moins tendues.
Or, ce n'est pas le cas car sur un violon, les 4 cordes ont quasiment la même tension. Et donc, pour en arriver là, on se sert de la masse linéique. Et en effet, on se rend compte que les cordes n'ont pas le même diamètre. Voilà, la corde la plus fine est aussi la plus aiguë, donc le mi, alors que les autres cordes sont de plus en plus lourdes, et on le voit justement à leur diamètre. Donc en faisant varier la masse des cordes, on peut ainsi, avec une tension similaire, obtenir des sons plus ou moins aigus. Un son musical se caractérise par plusieurs qualités. Celui-ci est défini d'une part par son intensité, c'est-à-dire la force du son, donc l'amplitude de l'onde sonore, par sa fréquence, donc dans le cas d'un son musical, c'est-à-dire la note plus ou moins aiguë, et enfin par son timbre. Et là, on va revenir sur les différents modes vibratoires, car en fait, un son n'est jamais composé, en tout cas très rarement, d'une seule fréquence. Donc un son formé par une fréquence unique serait là un parfait sinusoïde. Donc peut-être ce qui s'en rapproche le plus, ce serait le son d'un diapason. Alors que pour un son de violon, et pour la plupart des sons musicaux, que ce soit la voix ou différents instruments, on a en fait une addition de plein de fréquences ou de bandes de fréquences et également de bruits qui viennent former le son. Et donc on a bien sûr un pic au niveau de la fréquence fondamentale, donc celle qui est mesurée par rapport à la hauteur du son, mais on trouve aussi un tas d'autres fréquences et en général on retrouve toutes les fréquences multiples de la fréquence fondamentale, qui sont appelées les harmoniques. Et c'est la composition donc, de ces différentes fréquences, et en particulier de ces harmoniques, qui définit le timbre d'un son. Et donc ces harmoniques peuvent être présentes à différentes intensités. Voilà, bon, parfois une harmonique va ressortir plus qu'une autre. Et donc pourquoi des fréquences multiples du son fondamental? On l'a vu, c'est dû aux différents modes de vibration d'une corde qui sont en fait des sous-multiples de la demi-longueur d'onde. Et ce qui se traduit par des multiples de la fréquence fondamentale. Et en réalité, lorsqu'on met en vibration une corde de violon, elle ne vibre pas selon le premier mode de vibration, ni selon le second ou le troisième. C'est plutôt une adjonction de ces différents modes vibratoires, et donc elle vibre en même temps dans ces différents modes, ce qui veut dire qu'on a une certaine proportion de chaque harmonique. Voilà, bon, bien sûr, il y a des harmoniques qui s'effacent un petit peu, d'autres qui résonnent un peu plus, et c'est ça qui donne le timbre à l'instrument. Timbre qui diffère aussi selon la conception globale de l'instrument, la caisse de résonance, tout ça, et la nature des cordes. Donc c'est pourquoi les cordes en boyau donnent des timbres très différents des cordes métalliques. Et ça, c'est dû aussi au fait que les calculs que l'on peut faire par rapport à la vibration
d'une corde, et d'après sa longueur, sa masse linéique et sa tension, ne sont exacts que pour une corde infiniment fine, alors qu'en pratique, déjà les cordes ont un diamètre non nul, et donc on est obligé de prendre en compte les différentes résistances, les frictions, et donc la rigidité de la corde en soi, avant même qu'elle soit tendue sur l'instrument. Et tout ça participe également au timbre. Et le timbre, c'est la qualité du son qui nous permet de différencier le son, c'est-à-dire d'identifier sa source, par exemple entre le son d'un violon ou d'une clarinette. Et ce timbre, c'est aussi l'évolution de ces différentes caractéristiques dans le temps. Et c'est là que l'on va parler d'enveloppe sonore. Alors, l'enveloppe sonore, surtout utilisée dans la synthèse sonore, avec notamment le système ADSR. Donc, c'est un moyen de suivre l'évolution des différentes caractéristiques d'un son pendant le temps. Donc, c'est-à-dire l'intensité, sa fréquence fondamentale et son timbre, qui, selon le temps, ils ne vont pas être le même au début d'un son et à la fin, au milieu. C'est pourquoi on utilise ce système. Donc A pour attaque, donc le début du son, D pour decay en anglais, donc le déclin, la chute, moment pendant lequel le son va se stabiliser. Ensuite le sustain, donc c'est-à-dire le soutien, le maintien du son dans le temps. Avec un violon, c'est lorsque l'on va continuer donc l'action de l'archet sur la corde pour maintenir le son, pour soutenir le son. Et enfin, le release, donc le relâchement ou l'extinction du son après avoir cessé toute action sur l'instrument. Donc ça, c'est un système arbitraire, hein. On aurait pu mettre beaucoup plus de lettres ou beaucoup moins. C'est une façon comme ça de séparer les différentes phases d'un son. Mais celle-ci est très utile, et comme j'ai dit, notamment dans le cadre de la synthèse sonore, lorsque sur un synthétiseur on appuie sur une touche, donc il va avoir un certain son au moment de l'attaque, puis il peut y avoir un decay, donc chacune de ces phases peut être plus ou moins prononcée, plus ou moins longue. Voilà, le sustain correspond au moment où on reste appuyé sur la touche, et lorsqu'on la relâche, c'est ici qu'on entend le release. Et donc ce système d'enveloppe appliqué à une des caractéristiques sonores, comme par exemple l'intensité, donc ça on pourrait faire un schéma pour l'illustrer, et en effet on se rend compte qu'à chacune de ces phases du son, on va pouvoir mesurer un comportement différent de l'intensité sonore. Voilà, donc ces enveloppes peuvent aussi s'appliquer à, comme on l'a dit, à la fréquence, au timbre, dans le sens de la composition du son en différentes harmoniques, qui peut aussi varier au cours du temps. Pour finir, on pourrait se demander comment le son
est réellement obtenu, comment on met en vibration les cordes du violon au moyen de l'archet. Donc, car c'est vrai que la corde tendue a une fréquence naturelle d'oscillation, et donc dès qu'on va la mettre en mouvement, elle va avoir tendance à osciller naturellement à cette fréquence. Mais qu'est-ce qui nous permet d'entretenir le son en frottant l'archet sur la corde? Alors en fait, on utilise, pour permettre à la mèche d'accrocher aux cordes, de la colophane, donc une résine qu'on applique donc le long des crins, et qui va éviter à l'archet de glisser sur la corde. Si j'utilise la partie boisée de l'archet, on aura très peu de son car l'archet glisse sur la corde. Mais à présent, avec la mèche enduite de colophane, et on entend bien à l'attaque ce moment où l'archet agrippe la corde. Et en fait, c'est ce qui se passe si on filmait avec une caméra haute vitesse. On verrait sans doute la corde se faire agripper par l'archet, puis lorsque la tension devient trop forte, ripper et donc revenir en arrière pour être à nouveau prise par l'archet, puis glisser à nouveau, et ce, des centaines de fois par seconde, donc environ 440 fois pour le cas du La. Et donc ça permet, en faisant glisser l'archet, en frottant l'archet sur la corde, ça permet d'entretenir le son car on lui fournit sans cesse de l'énergie de cette manière. Alors ça, c'est une façon de voir les choses, mais en fait le phénomène peut être expliqué encore plus finement, car le mouvement de la corde n'est pas seulement latéral. En fait, la corde, comme on l'a dit, qui a un diamètre non nul, a aussi un mouvement, elle roule un peu sur elle-même, donc un mouvement de rotation. Donc c'est-à-dire à la fois donc, ce mouvement latéral, mais également lorsque l'archet accroche la corde, en fait, ça commence à la faire rouler, puis elle se décroche et se fait à nouveau entraîner comme ceci, ce qui fait que la corde oscille également en se vrillant sur elle-même. Donc c'est un autre mouvement qui aide aussi à entretenir la vibration, même si la majeure partie de la vibration, et en tout cas celle qu'on entend, il s'agit bien de la vibration transversale, comme on a vu, c'est-à-dire perpendiculaire à la corde. Et voilà pour la science qui se cache derrière le violon.